constater, nous ne sommes pas dans le même lieu que d'habitude. On a pourtant des bibliothèques derrière nous. Nous sommes dans une salle où le cercle freudien nous invite pour la conférence de Patrick Vallas, 5e conférence, avec pour titre donc l'analyse ne s'autorise que de lui-même et les contrôles. Voilà, c'est bien ça. Donc je laisse la parole à Patrick pour sa conférence. Bon, alors vous voyez déjà, rien que le titre montre qu'il y a quelque chose qui fait question là. Hein. Si l'analyste ne s'autorise que de lui-même, ça pose la question, qu'est-ce que viennent faire les contrôles là-dedans? Alors, d'abord, on ne peut pas comprendre la pratique de Lacan si on ne veut rien savoir des remaniements qu'il a apportés à son enseignement les 10 dernières années. Hein. Disons, en introduisant le nœud borroméen dans la dernière décennie de son enseignement. Et à cette époque-là, il se pose comme enseignant en position d'analysant, et non plus comme c'était précédemment, comme analyste, ou éventuellement comme maître, quand il était au début en tout cas, à l'école normale supérieure. Par conséquent, il s'exprime à partir, comme il le dit aussi lui-même, d'un « je n'en veux rien savoir ». Et « je n'en veux rien savoir », c'est la formule même du fantasme. Bien entendu, lui, il ne fait pas de l'association libre comme dans la cure, mais il indique que c'est une position que devraient tenir les analystes quand ils s'expriment en public. Il ne fait pas d'association libre, mais il montre en quoi l'association n'est jamais libre, mais qu'elle est associée, et qu'elle est associée logiquement. C'est ça la première chose qui apparaît là. Donc il ne dit pas n'importe quoi comme ça au hasard. Alors, il se place, lui, en position de sujet divisé par rapport au fantasme, et il situe son auditoire comme objet petit a. De temps en temps, d'ailleurs, il le dit comme si c'était une femme à qui je m'adresse. Donc il devait choisir parmi les auditrices qui étaient là, celle à qui il avait envie de parler, et c'est vrai que ça a changé en fonction des leçons. Alors, les remaniements sont les suivants. D'abord, le symbolique n'est plus langage. D'ailleurs, il dit l'inconscient est structuré comme un langage et non pas comme le langage. Mais il invente ce nouveau néologisme qui s'appelle la langue, en un seul mot, constitué de signifiants qui ne font pas chaîne. Ce qui permet d'avancer que Lacan n'a jamais été structuraliste. Pour lui, la raison analytique ne doit rien à la linguistique, même revisitée par la poésie avec Jacobson. L'imaginaire n'est plus seulement signification. Vous voyez que c'est quand même des transformations très importantes. L'imaginaire n'est plus signification, mais consistance. Consistance de l'imaginaire en tant qu'il est corps, sur lequel s'inscrivent des représentations imbéciles. C'est-à-dire que la langue, en tant qu'elle est parlée, donc il utilise cette expression qu'elle est phonée, il insiste là-dessus, fait trace dans le corps qu'elle colonise, la langue colonise le corps, le parasitant, animant sa jouissance en la civilisant. Quant à lui, le corps, celui que nous avons, parce que nous ne sommes pas des corps, justement, contrairement à ce que les neurosciences, à quoi les neurosciences voudraient nous réduire, nous avons un corps. Et ce corps, il utilise une expression très particulière, qu'il faudra peut-être un jour éclairer, se laisse aller à écrire ses traces, Niederschrift, selon Freud, constitutives de l'inconscient, d'où justement ces fameuses représentations qui s'inscrivent sur le corps. Le réel, il n'est plus l'imitation d'une formalisation. Vous savez qu'on démontrait dans les impossibilités de la logique. Il existe, en deux mots,
c'est-à-dire qu'il est hors symbolique, le symbolique qui fait trou dans le réel. Le réel qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, on peut cependant le représenter par un artifice d'écriture, une sorte de forçage qui a toujours un effet de traumatisme. D'ailleurs, on oublie que les petits-enfants, au moment où ils commencent à apprendre à écrire à l'école en particulier, c'est un trauma pour eux. Il y en a qui ont du mal à le résoudre. Et ce dit réel fait qu'en sorte le réel, la langue et l'imaginaire du corps se nouent, ça fait nœud et rien de plus. Voilà comment ça se définit. Ça fait réel en tant que ça se noue. Quant à l'amour, la psychanalyse, en tout cas, en a inventé, sinon un nouveau, une perspective nouvelle, qui est un amour du savoir. Le savoir, bien sûr, qui n'est pas la connaissance, mais qui serait le lisible de l'inconscient, peut-être le seul lot de savoir propre à chacun, dont il n'y a d'ailleurs pas le moindre désir, et c'est plutôt l'horreur qui y préside. D'où, effectivement, le rejet constant de la psychanalyse qui ramène constamment ce savoir sur la place, quoi, en gros. Et Lacan fait de ce type d'amour la raison pour laquelle deux êtres peuvent s'aimer. Donc il l'étend au-delà simplement de ce que peut être son repère dans la psychanalyse. Alors, si rien de ce que je vous dis là ne fait preuve d'une pratique, puisque Lacan dit que tout ce qu'il avance vient de sa pratique, et que c'est quand même du nouveau, comment aurait-il pu inventer des choses pareilles autrement? Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a des topologues, en particulier des mathématiciens, qui font la leçon à Lacan, en disant qu'il ne se sert pas bien du nœud borroméen, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que Lacan a introduit le nœud borroméen dans le champ, au moins du débat, et d'une façon inédite, et depuis cette époque-là, sans équivalent. Ça ne veut pas dire que c'était le mieux, mais ça veut dire que personne n'en parle comme il en a parlé, avec les conséquences que ça a eues sur la théorie, en particulier. Comment alors? Alors, il y a un autre point qui, effectivement, est très difficile, c'est que moi j'ai du mal, je vais avoir du mal aujourd'hui à parler de ça, des contrôles, parce que la clinique psychanalytique, justement, elle procède à partir d'une vérité menteuse, avec un petit trait entre les deux. Pourquoi? Parce que le réel ne peut que se mi-dire, et c'est en ce sens-là que la vérité est menteuse. Donc, comment faire preuve qu'elle fait touche du réel, et finalement, Lacan le dit, d'un bout de réel propre à chacun? Eh bien, d'abord par l'interprétation. L'interprétation qui équivoque sur le signifiant, qui joue de l'équivoque signifiante, qui n'est pas explication de texte, ni commentaire universitaire, avec ce qui s'ensuit comme effet, qui sont bien sûr des effets de sens, en partie calculables, et surtout des produits, des effets de jouissance, qui, eux, pour le coup, sont absolument incalculables. Alors Lacan, il évoque à propos de la façon d'interpréter dans la cure et de ces équivoques signifiants l'écriture poétique chinoise, en disant que les poètes chinois, quand ils écrivent leurs textes, ils les chantent pour en parler. Et c'est justement par la modulation de la voix qu'ils font entendre les variations des significations que ça va délivrer. Ça, c'est un truc très important. Alors, cette histoire de jouissance incalculable, sur ce point, Lacan insiste en disant que c'est à cause de ça que l'analysant revient à ses séances. Il en revient parce que, précisément, il récupère un plus de jouir qu'il en obtient
à partir d'un chiffrage nouveau de son savoir inconscient. Alors d'un côté, il y a déchiffrage du sens, et de l'autre côté, un chiffrage nouveau de la jouissance ruineuse et mortifère finalement du symptôme, qui est justement à l'origine de la répétition des symptômes. Le symptôme qui ne cesse pas de s'écrire, l'interprétation faisant acte d'un dire qui existe au dit de l'analysant. Toute la psychanalyse, et sa clinique en particulier, n'est pas pliable aux contraintes de l'écrit. Il y a le nécessaire et le possible, d'un côté, mais il y a aussi le contingent qui permet de faire émerger des bouts d'écriture, et puis qui est dans un rapport justement d'indémontrable et d'incomplétude avec ce qui pourrait ne jamais s'écrire, le réel. C'est pour ça d'ailleurs que la psychanalyse est intransmissible et que chaque psychanalyste doit la réinventer à ses risques et périls. Comprenez, quand Lacan, après 30 ans de séminaire presque, les travaux qu'il a fait, les productions qu'il a fait, puissent dire que la psychanalyse est intransmissible, c'est quand même un coup de tonnerre, quoi. Et quand il a proféré ça dans un séminaire qui date de 1978, devant une salle bourrée d'ailleurs à craquer à l'époque, de gens qui venaient de faire tous des exposés où ils expliquaient comment ils maniaient ça et comment ils étaient dans l'enseignement de Lacan, leur balancer ça, vous voyez les effets que ça pouvait avoir et que c'était quand même les conséquences de ces nouvelles avancées qu'il avait faites. Je vois là, en tout cas, dans cet intransmissible de la psychanalyse, la raison pour laquelle Lacan fait le choix d'une écriture bâtarde pour la psychanalyse, qui relèverait du nœud borroméen, donc de sa logique, et de la lettre, dans un usage comme ça, plus ou moins mathématisé. Mais il l'affirme quand même, l'horizon de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Pas plus que ne le sont d'ailleurs les formules de la sexuation du côté femme. Côté homme, il y en a un qui dit non à la castration parce que tous les autres sont châtrés, en gros. Ça, c'est une formule mathématique de la théorie des ensembles. Et du côté, on dit femme, comme ça, eh ben non, c'est pas mathématique. Ça ne peut pas l'être. De toute façon, dans la cure, nous avons affaire à l'urgence subjective. L'urgence subjective de quelqu'un ou d'un qui souffre de son corps ou de son esprit. Mais pour lui répondre, quoi ? Un rêve, un symptôme, un acte manqué, un lapsus, ça se lit. Ça se lit dans ce qui se dit, parce qu'il y a de l'écriture dans l'inconscient. Mais ça se lit pour apprendre à lire autrement. Il y a donc une faille entre la pratique et la théorie, d'une part, et il y a une faille entre la parole et l'écrit, et ce sont ces deux failles qui ne se superposent pas toujours, qui font la fécondité de la psychanalyse. C'est même dans ces écarts qu'on voit de temps en temps les flottements de Lacan quand il parle de la lettre et du signifiant. Tantôt il les confond, tantôt il les distingue. Ce n'est pas toujours très clair et beaucoup de personnes l'ont noté. Donc, ce qu'en écrit la psychanalyse dans sa théorie est un forçage d'écriture, un artifice pour faire apparaître non plus le réel comme il le disait, mais un bout de réel. Ça c'est tout à fait nouveau. Parce qu'il n'y a pas de fissure dans le réel. Le réel est sans fissure, par contre on en attrape des bouts, comme ça. Des personnes également vont parler qu'en le lisant, d'abord ils lisent Lacan, mais ils oublient que Lacan a écrit très peu de choses et que les séminaires que nous lisons ne sont pas des écrits de Lacan.
ce sont des écrits des transcripteurs, avec bien entendu un aplatissement de cette dimension de faille, de bien entendu l'évacuation de la dimension d'énonciation, et il y a des fois beaucoup de choses qui apparaissent comme contradictoires alors que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, pour attraper des bouts de réel. Alors, pour comprendre ce que je veux dire par là, je vais prendre l'exemple d'un comédien qui déclame le texte, un texte dans une pièce. Voilà. Et bien entendu, lui, il est ébranlé par ce texte, il est divisé, il pleure éventuellement sur la scène, et c'est ce qui éveille en lui la dimension de ce qu'il est comme sujet de l'énonciation. Hein. Alors, ce qui est bien, ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce n'est pas le comédien qui fait passer le texte, c'est le contraire. C'est le texte qui fait passer le comédien. Et c'est pour ça qu'on trouve qu'il y a des bons comédiens ou pas, mais c'est parce que c'est le texte qui est passé pour les auditeurs, dont on sait maintenant que la plupart des gens qui vont au théâtre connaissent les textes des auteurs parfaitement. Alors Lacan, il évoquait à propos de la pièce de Shakespeare, Hamlet disait que c'était une pièce tellement bien structurée sur ce qu'était le désir humain, que quel que soit l'acteur qui jouait le rôle d'Hamlet, et même tous ceux qui participaient de la pièce, ça avait toujours des effets formidables. Tout simplement parce que si c'était bien fait, eh ben, c'était le texte qui passait, avec les effets de vérité que ça peut avoir. Ça, c'est une notion importante parce qu'on va les retrouver à tous les niveaux de la pratique analytique. En rupture avec la formation des psychanalystes, qui est parfaitement tracée à l'IPA, Lacan va dire qu'il n'y a pas de formation des analystes, mais qu'il n'y a que des formations de l'inconscient. Vous voyez que c'est quand même assez dur de dire une chose comme ça. Hein, et ça veut dire que ça annonce pour la suite les choses. Et il fait une proposition que l'on appelle la proposition d'octobre 67, en formulant ce fameux axiome que l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Alors, certains qui l'attendaient au tournant s'en réjouissaient parce qu'ils l'espéraient. Ils disaient, voilà le moment venu de la glissade fatale de l'enseignement de Lacan, porte ouverte à n'importe qui. Et on entend ça encore maintenant. Hein. Bon. Or, que croyez-vous qu'il advint, comme on dit dans je ne sais quel poème ou pièce? Eh bien, pas du tout. Hein. Exactement le contraire. Parce qu'il y en avait quelques-uns qui entendaient un petit peu à l'époque. Il s'agissait de la formulation d'une exigence encore plus grande pour le devenir analyste. Et la pratique des contrôles, après cette fameuse proposition qui a soulevé beaucoup de débats, de conflits, de ruptures parmi les membres de cette école, les contrôles ont connu un essor considérable à l'école freudienne de Paris. Ils étaient plus nombreux, duraient plus longtemps, avaient des variantes multiples, prenaient un sens et une orientation nouvelle. D'abord par ceci, c'est mon point de vue, que pour un qui pratique la psychanalyse, une demande de contrôle par un analyste à un analyste de son choix fait preuve, entre autres, que l'analyste ne s'autorise que de lui-même à le faire. Parce que ce n'est pas une indication, ce n'est pas un impératif institutionnel. Ça confirme cette histoire-là. Il faut s'autoriser de soi-même pour accepter dans sa pratique d'aller parler de sa propre pratique à un autre analyste qu'on a choisi. Il appartient à l'analyste, bien sûr, de ne pas laisser son analysant se lancer trop précocement dans la pratique, trop prématurément. Pour la raison principale que ça pourrait faire résistance de discours. Alors, je dis bien ici résistance de discours dans sa propre cure. Hein.
Et si je parle de résistance de discours, ça veut dire que ce n'est pas une résistance de sujet. Comme dans la cure d'ailleurs. Les résistances, ce ne sont pas celles d'un sujet, le sujet ne résiste pas à lui. C'est les discours dans lesquels il est pris qui font résistance. Et si Lacan met la résistance du côté de l'analyste, c'est parce que c'est à lui de se débrouiller avec ce qui fait résistance éventuellement à la venue dans les séances d'un analysant. Par exemple, il y a une panne de métro. C'est bête, hein, parce que Freud il le dit un peu comme ça. Il y a une panne de métro, l'analysant il n'est pas venu à sa séance, et il vient vous dire, ou bien il ne vous paye pas parce qu'il dit la machine à sous, il n'y a pas de billet dedans. Mais ça fait résistance, mais pas parce qu'il l'a fait exprès, mais c'est parce qu'en fait il n'a pas pu venir parler ou il n'a pas pu payer sa séance, c'est tout. C'est qu'à ce niveau-là que ça se situe la résistance, et il ne faut pas confondre la résistance d'un sujet avec les défenses du moi. C'est une confusion faite très régulièrement quand on entend parler de ça. Deuxième chose, accepter de prendre quelqu'un en contrôle, ce n'est pas non plus le reconnaître comme psychanalyste. C'est même une condition à la possibilité d'entreprendre un contrôle. Et à cet égard, d'ailleurs, on le fait aussi parce que y a des analyses en jeu pour quelqu'un qui a commencé à pratiquer, quel que soit le moment où il a commencé, et que quelqu'un qui vient demander un contrôle à ce moment-là, il faut pouvoir entendre ce qu'il dit, parce que ça peut avoir un effet sur les cures qu'il est en train de mener, et ça peut avoir un effet bénéfique pour ses propres analysants. Il arrive, moi ça m'est arrivé souvent de voir ça, que quelqu'un se lance trop tôt dans la pratique. Un contrôle peut être l'occasion pour lui de s'apercevoir qu'il aurait mieux fait, par exemple, de retourner sur un divan ou de ne pas l'arrêter trop précocement. Alors, vous savez que la psychanalyse, elle s'enseigne à l'université, hein, dans certains endroits, comme ça. Et des stagiaires, qui sont quand même des gens qui font des études, des étudiants qui font des études de psycho, sont amenés à faire des stages, et même éventuellement, on leur demande de recevoir des enfants, ou éventuellement dans d'autres endroits des adultes, et on finit par même leur proposer des contrôles en groupe, ce qui s'appelle des supervisions de groupe, où on les interpelle sur leur désir. Je trouve ça, moi, assez stupéfiant, hein, qu'on puisse demander des choses comme ça, mais ce qui se paye de ce type de pratique-là, c'est que ça fait résistance dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils font en réponse à ça? Ils essayent de répondre par la théorie qu'on leur enseigne à l'université. Donc ça, c'est un problème actuel qui est quand même très important. Un contrôle ne peut pas se faire en groupe. Parce que dans le groupe, vous ne pouvez pas, à moins de le payer très cher, vous ne pouvez pas livrer ce qui est intime en vous. Ça ne regarde personne. Au moins, quand vous allez voir un contrôleur de votre choix, c'est entre vous que ça se joue et il ne s'agit pas de la même chose. Hein. Ce n'est même pas un contrôleur désigné par une institution, puisque à l'IPA, le contrôleur intervient sur le cursus des personnes. D'ailleurs, on entre dans la pratique avec l'autorisation de l'institution. J'avais reçu pour la première fois une demande d'analyse d'une personne. Alors, c'est à dessein que je la nomme comme ça. C'est une personne, c'était vraiment personne, quoi, hein, qui venait là. Qui se présente comme quelqu'un de très déprimé, vivant comme une somnambule depuis près de 10 ans, à la suite de la mort de son mari, puis elle s'excuse, elle dit non, de mon père. Elle corrige en s'excusant. Et depuis sa disparition, elle passe, disons, des nuits de cauchemar où apparaissent des figures terrifiantes de ce mort-vivant de père qui, dit-elle, n'aurait jamais dû mourir. Donc une catastrophe subjective majeure qui me font évoquer, comme ça au départ, est-ce que c'est l'entrée dans une psychose? Est-ce que c'est un accès de début d'une mélancolie, si vous voulez, ou est-ce que c'est un deuil tellement massif que vraiment, au bout de 10 ans, ça fait question quand même, hein? C'est comme ça. Hein.
D'ailleurs, elle dit qu'elle mène une vie sans joie, et ce qui domine chez elle, dans ses entretiens, c'est un tableau de désespoir, fort confus d'ailleurs. Elle est prise de vertige qui la submerge, comme si elle était au bord d'un gouffre. Chose de très massif. Et ça lui vient, alors c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que ça lui vient quand elle se trouve dans une alternative de choix, dont elle connaît les alternatives, mais qui lui est impossible à faire, et ce qui domine comme type de choix, c'est rester avec mon mari ou le quitter. Et bien entendu, comme elle ne choisit pas, elle en éprouve de la culpabilité. Ça nous fait toucher du doigt d'ailleurs que la culpabilité inconsciente, sentiment de culpabilité inconsciente, c'est l'envers du désir. Donc il faut, à la limite, ne jamais tamponner la culpabilité d'un analysant, puisque c'est un rail du désir. Par contre, trop d'angoisse, il faut essayer de le tamponner. Il ne faut pas qu'il y ait quand même trop d'angoisse. C'est une alternative sur laquelle il faut jouer. Je lui ai posé, alors à tort ou à raison, je lui ai posé aucune question, l'invitant plutôt à dire sa plainte dans les termes qui lui venaient, qui ont eu, au bout de quelques séances d'entretien, un effet d'atténuation, disons, de son état de confusion, avec justement un tamponnement de la culpabilité, une montée d'angoisse et le surgissement de symptômes qu'elle connaissait, qui étaient des migraines assez importantes, dont elle dit avoir souffert de façon récurrente dans sa vie. Elle avait fait à l'époque un bilan cardiovasculaire et neurologique, il n'y avait aucune manifestation d'hypertension artérielle essentielle et de choses comme ça, donc on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait pour elle. Ce n'était pas des migraines ophtalmiques, des migraines comme ça, postérieures. Elle se présente, elle, comme une femme de devoir. Et comme elle est venue me consulter, sans savoir où elle allait, parce qu'elle ne connaissait pas ce que c'était que la psychanalyse. Quelqu'un de son entourage lui avait dit d'aller voir un analyste, mais elle ne savait pas ce que c'était. Et puisqu'elle avait fait ce choix, elle avait décidé de poursuivre avec moi. Dans les entretiens suivants, elle parle surtout de son père comme un homme dur comme l'acier. C'est son expression, dur comme l'acier. Avant sa mort, elle était forte d'un tel appui que rien, dit-elle, ne pouvait l'ébranler. Elle avait l'habitude de foncer comme ça, dans tout ce qu'elle faisait dans sa vie. Elle s'occupait d'une association de gens, d'immigrés, si vous voulez, qui n'avaient pas de logement. Donc elle était très très active et elle se débrouillait très bien pour trouver des logements, des aides, tout ça. Et là, depuis cette époque-là, d'un seul coup, elle avoue qu'elle est brisée et que dans un souffle, elle me dit « je suis un garçon manqué ». Et elle me rappelle à cette occasion que son frère, qui était un peu plus jeune qu'elle, ne manquait pas de lui montrer sa queue comme ça très régulièrement et qu'elle ne pouvait que constater que vraiment c'était ça dont il pouvait s'agir pour elle. Enfin bon, elle disait ça comme ça. Mais elle parle de son mari. Son mari, elle le traite comme une serpillière. Alors non, la serpillière. Elle l'appelle Dédé. Alors je lui demande quand même ce que c'est Dédé. Et alors elle finit par me dire, oui, c'est curieux d'ailleurs, parce que j'ai les mêmes initiales que mon mari, qui a les mêmes initiales que mon père et que mon frère. Donc tous les quatre avaient les mêmes initiales. Alors, vous voyez, il y a toute une série, je ne vous donne pas les noms propres, parce que je pourrais peut-être un jour voir ça sur Internet, c'est pas la peine de... Faut que je brouille un peu les pistes. Après avoir lâché ça, quand même, elle a dit sur son mari en particulier, elle est prise d'un tel vertige que pour lui éviter de tomber, parce que c'est tout simplement ça, je l'invite à aller s'allonger sur le divan et moi je reste sous son regard. Donc on peut continuer à se voir parce que le support de la vision compte quand même dans les entretiens préliminaires,
puisque j'ai considéré que c'était des entretiens préliminaires, pour moi en tout cas, et il y a la présence des corps, et comme Lacan en parle, il y a une confrontation des corps dans les entretiens préliminaires, et ce n'est que dans le passage au divan qu'on passe au registre du discours. Hein. Alors, je ne considère pas lui avoir permis de repérer que ça pouvait être le moment de son entrée en analyse. Ça, je ne pense pas. C'est pas parce qu'elle est allée sur le divan que pour elle, c'était le repérage d'un commencement d'analyse. D'autant plus qu'une analyse peut parfaitement commencer sur le fauteuil et même se prolonger tout le cours d'une analyse sur un fauteuil pour certaines personnes qui ont besoin de l'appui de la vision et du regard. Ça peut exister, ces choses-là. Hein. Puis après tout, c'est pas si dramatique que ça. On peut allonger quelqu'un prématurément, et puis si cette personne est trop angoissée ou si ça lui fait perdre trop les pédales, ben, elle se rassoit. Il ne faut pas non plus exagérer. Puis ça peut arriver qu'en cours de séance ou même de certaines séquences de cure, on fait réasseoir les gens. Surtout quand viennent des manifestations d'acting out trop fréquents, qui sont probablement causés par des passages à l'acte de l'analyste, et qu'il y a quelques rectifications des rapports du sujet au réel pour rétablir les choses. Rapport du sujet au réel, c'est très simple, hein, c'est simplement dire, vous savez, vous avez rendez-vous à telle heure, puis il faut me payer à chaque séance, et tout le truc, quoi. C'est des trucs tout simples, c'est pas le réel au sens où on l'utilise de façon conceptuelle. D'ailleurs, à cet égard, il faut bien comprendre que quand Lacan parle à son séminaire, où il a très peu de notes, même s'il en a, ben, il utilise aussi des mots courants. Hein. Ce n'est que dans le contexte de ce qu'il raconte que des fois on s'aperçoit que c'est un usage conceptuel d'un terme, et d'autres fois c'est un usage courant. Et d'ailleurs, à cet égard, il faut aussi savoir que, par exemple, dans la pratique analytique, dans la cure, on ne fait pas d'étymologie. Quand quelqu'un utilise un terme, eh ben, il prend le sens que lui donne. Après, on peut toujours aller voir dans l'étymologie d'où ça vient, mais c'est pas ça que nous faisons, nous. Hein. Nous gardons le terme dans le contexte précis du moment où il est dit et du moment actuel. Donc voilà. L'atterrissage forcé de cette patiente sous le poids de son symptôme massif, là, qui sont les vertiges, là, hein, surtout les vertiges, m'a fait prendre la décision de ne pas la relever. Voilà. Dans les séances suivantes. Parce que moi, justement, ce que j'étais en train de me demander, et j'en avais les indices, je pense que j'étais dans un moment de virage dans la cure qui faisait que je me posais effectivement la question de commencer à pratiquer. Et ça, ce sont souvent, quand on a le témoignage de gens un peu sérieux, comme ça, on s'aperçoit qu'ils commencent à recevoir, ou qu'ils se posent la question de commencer à recevoir des analysants, justement dans des moments où ça vacille pour eux du côté du fantasme, et que c'est des faits de structure qui sont à prendre en compte. Donc je considérais pour moi que ça faisait partie d'un moment plus étendu, bien sûr, qui s'est étalé sur un temps plus long, d'un moment de mon entrée, je dirais, décidée dans la pratique, mais au nom de la psychanalyse, parce que j'avais une pratique antérieure, puisque j'étais psychiatre et que je voyais des enfants en institution, y compris que je faisais des cures d'enfants dans des institutions. J'ai mené qu'une cure d'enfants analytique. Tous les autres, c'était pour moi des psychothérapies que je considère en fait comme des entretiens préliminaires, parce que quand on reçoit un enfant avec ses parents, ben, ils sont toujours là, les parents. Hein, et donc, le discours vivant dans lequel l'enfant est pris, il est là. Et si on peut les amener au bord de quelque chose qui permet aux parents de comprendre qu'il y a quelque chose, il y a une distance à prendre pour laisser l'enfant parler, c'est déjà pas mal. Donc j'en ai vu beaucoup d'enfants, pendant 7 ans quand même. Il n'y en a qu'un seul dont j'ai pu dire qu'il est rentré en analyse réellement.
j'ai mené une cure avec lui de plus de 4 ans, qui est allée jusqu'à un terme logique parfaitement repérable. C'est un truc que j'ai publié il y a longtemps. C'est le seul cas d'enfant que j'ai eu comme ça. Hein. Je pense que c'est très très rare une cure d'enfant. C'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe que la pratique avec les adultes, et malheureusement ce sont souvent les plus jeunes qui s'occupent d'enfants parce que c'est vraiment très difficile avec les enfants. Donc, embarrassé de cette personne qui venait, j'ai demandé à Lacan un contrôle. Dans le contexte donc de ça, et dans le contexte de quelque chose pour moi qui s'annonçait comme un moment de la passe, avec probablement l'horizon de la fin de la cure. C'est-à-dire que Lacan n'avait plus pour moi la même brillance. Je vais le dire comme ça. C'était plus la même brillance phallique. Hein. Sur le divan, j'étais un petit garçon, mais quand je faisais des contrôles, j'étais avec un père, à hier. Hein. Et il était comme ça, il parlait comme ça. Au fond, le contrôle est aussi un mode de réponse qui ne procède pas d'un « ça suffit comme ça, je n'en veux plus rien savoir », qui serait, hélas, le signe d'un arrêt de la cure et non pas sa terminaison logique, parce qu'il y a une fin logique à la cure. Je présente donc à Lacan mon affaire comme je viens de le faire, en insistant sur le fait que je la laisserai sur le divan, que j'étais décidé vis-à-vis de cette patiente, que ce contrôle était pour moi une façon d'assumer ma responsabilité, d'avoir relevé, comme il le dit, le pari du sujet supposé savoir, pour une autre, mais à mes frais, et pas aux siens seulement. Ce qui est toujours présent dans les cures. Hein. Parce que les analysants, ils font un pari au prix d'un risque absolu quand ils commencent une analyse. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, il s'agit d'être exigeant dans la formulation de leurs demandes. Il faut pouvoir les amener à bien comprendre de quoi il est question pour eux, hein, même s'ils ne savent pas où ça va les embarquer. Au fond, Lacan m'a répondu gravement, après m'avoir écouté avec beaucoup d'attention: « Vous avez très bien fait. » Alors, vous voyez quand même que j'espère que vous appréciez la sobriété et la pertinence de sa réponse, parce que j'avais bien compris, connaissant la musique, hein, j'avais très bien fait de demander un contrôle. Et avec lui, c'était toujours pareil. Hein. C'était toujours parfait, très bien, magnifique. C'était tout le temps comme ça qu'il intervenait, tout le temps comme ça. Au fond, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, c'est bien ça que vous avez dit, hein? Voilà, vous l'avez dit comme ça, c'est parfait. D'ailleurs, vous ne pouviez pas mieux le dire. Au moment où vous en êtes, c'est comme ça que vous l'avez dit, c'est pour ça que c'est parfait. C'est exactement comme ça dans la cure, hein, constamment. Nous avons fixé les modalités pratiques du contrôle. Je viendrai une fois par semaine parler de mes analysants, selon mon choix, donc je choisissais pour qui je voulais parler, dans des moments que je jugerais essentiels au cours des analyses entreprises. Ça pouvait se faire pour une séquence, de plusieurs, éventuellement d'un temps plus long pour certains, ou éventuellement pour une séance en particulier qui me venait, où un embarras m'était venu de façon ponctuelle. Je ne préparais pas les contrôles, mais à la suite de chaque séance, j'allais dans un café voisin et j'écrivais absolument tout ce dont je me souvenais, ce que je lui avais dit et la façon dont il m'avait répondu. Alors j'en ai une pile comme ça, qu'il faudra un jour que j'exploite, je ne l'ai pas encore exploité. Mais enfin quand même, bon, je faisais ça comme ça, et je n'ai jamais parlé de mes patients en public dans le cadre d'une analyse en cure.
et les rares fois où j'ai parlé de petites séquences, c'était suffisamment voilé pour que, éventuellement, on ne puisse pas s'y reconnaître. Alors je dois dire que là, quand j'entends des gens dire que Lacan ne parlait jamais de sa pratique, alors qu'il avait dans la salle où il faisait son séminaire beaucoup de ses analysants en contrôle, beaucoup de ses analysants dans la salle, et qui savaient très bien que Lacan parlait de sa pratique, et il savait très bien comment certains se reconnaissaient dans des choses qu'ils avaient dites des fois le matin même, y compris, je me souviens d'une femme qui avait publié un texte en disant que Lacan lui avait volé ce qu'elle avait avancé sur la jouissance féminine. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est comme ça qu'il parlait de sa pratique dans un contexte particulier. Bon, c'est vrai que c'est un moment de l'histoire de la psychanalyse tout à fait particulier, qui se renouvellera peut-être un jour, mais qui est comme ça. Lacan, il y avait les cures, il y avait les contrôles, il y avait le séminaire, donc il y avait les présentations de cas, donc il y avait une présence de tout ça qui faisait que ça nous faisait travailler dans des positions très différentes les uns et les autres. Là, c'est un contexte très très important de la clinique de Lacan, et il prenait des risques considérables, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Alors, avec lui, finalement, c'était assez simple, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'expliquer un cas. Hein. Vous ne veniez pas avec un schéma L en vous disant elle est là, là et là et là. Moi je l'ai fait une fois, il a regardé le truc, il a pris la feuille, il l'a déchiré. Hein. Que j'avais fait un magnifique tableau du cas d'Aura à partir d'une patiente comme ça, et là j'ai bien compris que c'était pas de ça. Lui, peu importe, disait-il, que votre patient soit psychotique, pervers ou névrosé, ce qui compte, c'est ce qu'il a dit, ce que vous lui avez dit, et ce que vous pouvez rapporter des effets que vous avez eus avec. Voilà. Alors, ça voulait dire que, au fond, moi je conçois le contrôle comme une façon de faire une économie subjective considérable et pour l'analyste et pour l'analysant. Ça serait une façon de faire l'analyste au sens de le fabriquer. Et je dirais aussi que ce n'est pas une pratique où on fait une élaboration de cas. En tout cas, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une pratique où on fait une élaboration de cas. Et je la désignerais comme étant une pratique de discours, au sens de nouer un lien social où les deux partenaires ne sont pas dans la même position, mais où ça peut se repérer. Et par conséquent, alors une pratique de discours, ça veut dire aussi que se relèvent des énoncés, des discours dans lesquels l'analysant est pris. Les énoncés, bon, par exemple, on pourrait dire maintenant très rapidement comme ça, qu'est-ce que je suis comme femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme pour un homme, qu'est-ce que c'est que d'être un père, et qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants, c'est des choses comme ça qui font effet. On s'en fout qu'effectivement le sujet soit névrosé, pervers ou psychotique, d'autant plus qu'il y a des fois des diagnostics qui se font très tardivement. Vous découvrez dans des cas de grande dépersonnalisation, qu'en fait c'était un hystérique ou au contraire un obsessionnel, des choses comme ça. Donc il faut être très prudent. Hein. Souvent les analystes ils épinglent ça de psychose, et c'est pas toujours vrai, donc c'est pas utile. Hein. C'est pas inutile, mais c'est pas très utile dans la pratique même des cures, comme dans les contrôles. Hein. Bon. Il s'agissait de quoi dans les contrôles? Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, si l'analyste qui est en contrôle est ébranlé, pour ça je disais embarrassé, au minimum, est ébranlé par ce que lui dit son analysant, et qu'il peut aller en parler en contrôle, eh ben, au moins il va faire passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le comédien, il va faire passer le texte de son analysant. Hein. Et peu importe, hein, qu'il puisse faire des rêves, que ça puisse faire résonner chez lui des symptômes, voire des affects,
eh ben, il faut qu'il sache au moins apprendre à savoir y faire avec. Et bien entendu, le contrôle n'est pas une poursuite masquée de la cure. Quand vous entreprenez des cures, quel que soit le moment où vous en êtes, vous êtes entièrement responsable de ce que vous faites, entièrement. Alors voilà déjà ça. D'autre part, il s'agit effectivement de se repérer dans le discours qui est tenu là. Ma feuille, voilà. Oui. Il y a bien entendu du transfert dans les contrôles, même du transfert de l'analyste qui se fait contrôler avec l'analyste qui le contrôle, mais le désir de l'analyste ne s'interprète pas. On n'a pas à interpréter ce désir. Par contre, on a à repérer comment il se situe dans le dispositif. Comme justement un tenant-lieu, comme le dit Lacan, un tenant-lieu comme agent de la cause du désir de son analysant. Et dans le dispositif du contrôle, sa place a changé. Il doit justement laisser à son analysant la place de repérer ce qu'il en est de son désir. Donc, il apprend à mettre au point sa place, comment il se situe dans sa place d'analyste, comme agent du discours analytique, et son seul repère, c'est le savoir textuel de son analysant, lequel, lui, est en position de sujet divisé, comme effet de ce qu'on appelle hystérisation de son discours. Parce que, venu d'un autre discours ou d'autres discours, il faut l'hystériser. Ça ne veut pas dire qu'on en fait un hystérique, ça veut simplement dire un sujet à qui on demande de parler, sans choisir, sans chercher à comprendre, sans réfléchir et sans préparer à l'avance, règle impossible à suivre, mais qui est une façon de lui permettre d'extraire sa parole des discours dans lesquels elle est prisonnière. Ce qui ne veut pas dire que le savoir textuel de l'analysant n'a pas un certain rapport d'horizon avec le savoir référentiel. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que ça résonne entre l'analysant et l'analyste que l'analyste doit s'identifier à son analysant. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et ça s'apprend dans les contrôles. Quant à l'analyste contrôleur, il est ce qu'on appelle, ce que Lacan appelle, il est en position de lecture seconde, la plus propice justement à saisir le texte de l'analysant qui passe à travers l'énonciation de celui qui est contrôlé. Ce que je vous donnais comme référence tout à l'heure. Et ça, quand quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte que vous comprenez mieux, vous saisissez mieux que lui de qui il s'agit. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les ragots, parce que les ragots, Lacan leur donne un statut d'être du côté de l'association libre, la même statut que l'association libre, et que les ragots, c'est toujours vrai, même si c'est pas réel. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les ragots. Il ne faut pas s'en priver. Bon. Alors, donc, le désir de l'analyste ne s'interprète pas, et son énonciation, à lui, a valeur d'interprétation, même si elle est aberrante. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, il faut en passer par son désir à lui, c'est comme ça. Quitte à lui s'il fait des erreurs, et c'est pas toujours grave, c'est pas si grave que ça, s'il est capable d'y revenir à ses frais. Éventuellement, pourquoi ne pas dire je me suis trompé? Alors ça peut se dire ça. Ou alors le faire autrement quand même. Mais si à chaque séance vous dites je me suis trompé, c'est un peu embêtant. Mais enfin, ça peut se dire quand même de temps en temps. Puis l'analysant, c'est pas un sujet bâillonné, il parle. On lui donne pas les ordres, on lui laisse la parole quand même.
il peut ne pas être d'accord, on peut l'écouter. Hein. Alors, je vous raconte un petit truc, comme ça, j'avais reçu un patient qui était venu me voir parce que il avait un chagrin d'amour. Alors, il avait l'air, il souffrait beaucoup. Seulement, quand même, bon, il souffrait beaucoup. Bon. Au bout d'un certain temps, je me dis, bon, la prochaine fois, vous vous allongez. Puis je vais en parler à Lacan quand même. Puis je lui dis à Lacan, quand même, il y a un truc qui me préoccupe avec cette personne, c'est qu'il me raconte son chagrin d'amour, mais il a quand même un petit air rigolard. Alors Lacan me dit, il m'a dit, bon, ben, celui-là, vous ne l'allongez pas tout de suite. Alors, je lui réponds, mais moi je vais avoir l'air fin comme ça. Il me dit, écoutez, prenez l'air pour vous. Donc la fois suivante, le mec arrivait avec un sourire jusque-là, pour aller s'allonger, je lui dis non, non. Et je lui dis, vous avez encore quelque chose à dire. Et en fait, il révèle la clé du truc, c'est qu'au fond, c'est sûr qu'il avait un vrai chagrin d'amour, mais il avait un chagrin d'amour à cause d'une femme qui avait refusé de participer au partous qu'il organisait. Parce que c'est un type qui était très connu à Paris pour être un grand organisateur de partous. Il faisait des listes toute la journée, des choses comme ça. Et c'est ça qui l'avait vexé. Bien sûr qu'il avait un vrai chagrin. Et c'est ça qu'il a pu me cracher. Bon. Il a pu commencer une cure hein, quand même, hein, où on s'est révélé autre chose. Voilà, je voulais vous dire ça comme ça. À l'occasion d'un contrôle, rectification des rapports du sujet au réel, j'ai bien entendu. Ce qui me fait me dire qu'au fond, on n'entreprend pas un contrôle à cause de l'incompréhension qu'on a de ceux qui viennent vous parler, même si ça existe, mais du fait, le plus souvent, qu'on comprend trop vite. Et quand on comprend trop vite, eh ben on est compris dedans, c'est-à-dire qu'on est blousé. Et c'est pour ça que Lacan dit de ne pas le comprendre trop vite. Hein? Pas le comprendre trop vite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas me comprendre du tout. Ça veut dire qu'il faut prendre son temps de saisir les nuances de ces énonciations qui permettent de saisir les choses d'une façon un peu différente. Autrement dit, ce qui est évident, l'évidence, il faut les vider, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et le contrôle permet justement de maintenir au regard du couplage analysant-analyste, donc côté du contrôlé, l'écart nécessaire à l'existence de l'autre manquant. Que le manque ne manque, si le manque ne manque pas, ben c'est l'angoisse. Donc c'est là où je parle d'économie subjective, parce que quelqu'un vous accompagne et vous fait entendre les choses, tout en ne se substituant pas à votre place. Parce que si le contrôleur fait la cure à la place, par-dessus celui qui fait le contrôle, ben je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Alors on saisit mieux le renversement qui se produit dans le contrôle. Ce n'est pas le contrôle qui garantit l'analyste, hein, mais c'est plutôt l'acte analytique dont l'épure se trace dans le contrôle, puisqu'on se positionne petit à petit, à savoir jouer les équivoques signifiants. C'est ça qui est au principe de la garantie d'une pratique. Et ces effets-là, de mise au point, se saisissent, à mon avis, au mieux dans les contrôles, quelles qu'en soient les modalités, mais qui sont probablement laissés à l'inventivité des analystes, qui les mettent en place. C'est peut-être le lieu de la clinique qui est le plus proche de la clinique proprement dite des cures. À mon avis, c'est comme ça que c'est pour ça que c'est ça les contrôles. Tous les dispositifs psychanalytiques, cure, contrôle, passe pour ceux qui la pratiquent, présentation clinique, sont des dispositifs de parole. Et on peut poser légitimement la question de savoir si la transmission de la psychanalyse dite intransmissible ne relèverait pas d'une tradition purement orale. Parce qu'après tout, hein, la psychanalyse, elle perdure parce qu'il y a des psychanalystes, c'est tout. Hein.
toutes ces tonnes d'écrits, enfin, maintenant c'est hallucinant, c'était une inflation de textes. J'ai lu l'autre jour, je veux pas être, bon, un truc de l'IPA, Société de Psychanalyse Parisienne, France, SPP, Société Psychanalyse Parisienne, non? De Paris. De Paris, Oui. Ils ont une bibliothèque où il y a 140 000 publications. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. 140 000 publications. C'est vrai, c'est hallucinant. Donc, à mon avis, ce n'est pas par l'écrit. Et alors, le terme de contrôle fait question parce que petit à petit, dans les institutions analytiques, ça c'est la maladie des institutions, je n'en connais aucune qui échappe à ça, s'installe petit à petit au niveau des contrôles l'idée qu'il y a des gens qui savent mieux que les autres. Déjà. Alors que celui qui commence la pratique, il a autant de responsabilités que celui qui les pratique depuis longtemps. D'autant plus que la psychanalyse ne peut pas relever d'un empirisme. Ça ne relève pas de l'expérience. Il n'y a pas d'expérience de la psychanalyse, puisque chaque cas est nouveau. On ne peut pas dire qu'on a accumulé de l'expérience, en gros. Hein. Parce que ceux qui ont accumulé de l'expérience, eh ben, ils appuient sur les boutons. C'est tout. Il y en a qui font comme ça. Hein. Lacan les a appelés les suffisances, par exemple, hein, entre autres. Donc c'est chaque cas nouveau, et donc celui qui débute, des fois, il est peut-être plus disponible, il en prend plein la gueule, mais ça c'est normal, c'est le jeu, mais c'est avec ça que ça se fabrique un analyste. Donc cette référence aux écrits comme ça. Vous me direz, le savoir, c'est le lisible, donc celui de la cure. Je vais conclure là-dessus, je ne vous en dis pas plus et j'espère qu'on en parlera. Pour Lacan, le nœud borroméen est le forçage d'une écriture qui ne vient pas de la lettre, mais celle d'une matrice de la structure qui a été particulièrement féconde puisqu'il l'a explorée pendant pratiquement 10 ans, et pas tout seul en plus. Sous la garantie, en tout cas, de Pierre Saury, qui l'a accompagné jusqu'au bout, sans jamais l'encombrer de mathématisation du nœud borroméen, qui l'aurait dévié de sa route, uniquement parce qu'il voyait bien que Lacan faisait un usage du nœud borroméen, qui était donc inédit, sans équivalent, pour pouvoir parler de la clinique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, il intéresse la pratique parce que c'est une mathématisation non déductible. On ne déduit pas le réel à partir des mathèmes de Lacan, des non déductibles de bouts de réel dispersés qui sont propres à chaque par-lettre. L'homme étant pour Lacan un composé trinitaire, réel, imaginaire et symbolique. C'est ça le par-lettre. Le par-lettre, c'est le sujet qui a un nom, une histoire, un corps et une jouissance spécifique. Au moins, voilà les 4 catégories. Et c'est l'individu, pris comme la personne, qui vient en analyse. C'est-à-dire un sujet qui souffre, c'est une pratique qui joue sur le pathématique et dont la réponse doit être éthique. C'est pour ça que Lacan s'est intéressé au nœud borroméen, parce qu'il résiste à la mathématisation intégrale. Et Dieu sait s'il y a des topologues qui passent leur temps à vouloir absolument tirer du côté de la mathématique. Si bien que tout ce qu'il avance, Lacan, à cette époque-là, lui viennent de sa pratique, comme il insiste, que ce soit les homophonies, les néologismes, les dysorthographies calculées, qui sont pour lui autant de mathèmes. Il y a un petit bouquin qui a été publié par l'association lacanienne internationale qui s'appelle les 789 néologismes de Lacan, qui est un truc très intéressant, parce qu'on voit comment chacun des mathèmes a une dimension, je dirais, de mathématisation de la langue. En gros, on pourrait dire ça comme ça. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne prendront pas dans la langue courante, mais enfin,
par lettres, c'en est un qui est là, au bord de un jour passé ou pas, mais qui est intéressant. Donc voilà, adoption par Lacan des stratégies de l'entre-deux, du mi-dire et du patou, et à l'œuvre une logique du partiel, de l'incomplétude, de l'hétéros, et tout ce qu'on ne peut pas dire relève du bien dire, ce qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça que la démarche de Lacan est éthique, et on a pu le voir au séminaire, il faisait peur, il faisait peur. Non, je le dis comme ça, mais c'est vrai, il faisait peur peut-être, parce que on voyait bien qu'il avait du mal à faire ses néo-borroméens. Il le montrait, il s'en cachait pas. Il disait c'est très difficile, on a du mal à imaginer le nœud borroméen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a du mal à le mettre à plat pour écrire, les dessus, dessous, tout ça. Et il l'a montré en public. Ça a fait peur à la fin parce qu'il s'est pratiquement arrêté là-dessus quand même, hein, sur l'impossibilité de continuer à faire ses nœuds. Voilà, là j'ai fini comme ça. Merci Patrick, c'était vraiment un travail très dense. Pas trop dense? Non, passionnant de mon point de vue. Alors, je reste avec une question que j'avais. Il se trouve que, au fond, puisqu'on est entre analystes, pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles nous viennent, avec le fruit de notre réflexion depuis notre analyse et avec ce que les patients nous ont amenés à bouger, on va dire aussi. S'il y a une logique à l'inconscient qui fait qu'on va finir la cure à un moment donné, faute de pouvoir tout savoir, au fond, et ouverture à cet autre savoir qui surgit. Au fond, je me demande, enfin pour ma part en tout cas, à chaque fois que j'ai essayé de faire un contrôle, je me suis retrouvée à reprendre une tranche d'analyse. C'est orienté du côté, au fond, d'y retourner pour moi. Et apparemment, les patients étaient moins gênés qu'avant que je reprenne cette tranche. Je m'interroge sur un contrôle comme ça quand on n'a pas fini l'analyse. Enfin, est-ce que ça dévie ça gêne et ça produit résistance à son propre discours analytique? Moi, j'avais l'impression que quand je reprenais un contrôle, ça gênait mes patients par rapport à ce qui se passait pour moi, quand au fond, je reprenais un travail parce que j'avais une difficulté avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est à mettre en lien avec la question de la logique pour arriver à la fin de la cure, ça est-ce que c'est est-ce que le contrôle est quelque chose d'un peu artificiel pour éviter que des gens s'occupent de patients de manière un peu sauvage et dangereuse, on va dire, et que ça a été installé comme ça. Enfin, bon, je sais qu'il y a une classe obligatoire sous une certaine forme et tout. Voilà, je voudrais que ça soit bien parlé, cette chose-là, hein, de la nécessité du contrôle en cours d'analyse et de ce que ça peut produire éventuellement comme frein, comme arrêt d'analyse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, oui, Patrick. Oui. Voilà, je voudrais qu'on parle bien de cette question, ça m'intéresse, hein, effectivement. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le pose. Je pense que chacun peut répondre d'abord que pour lui-même. Le nouveau qu'a apporté Lacan, c'est ce que j'essayais de dire, c'est que le contrôle, il n'est pas obligatoire. Hein. Déjà ça, c'était parce que non, mais c'était quand même prendre une position radicalement autre
que celle qui perdurait et que sûrement même que Lacan a pratiqué dans les autres institutions quand même. Parce que à ce moment-là, il y a des contrôleurs qui étaient désignés et on entrait dans une procédure institutionnelle de reconnaissance comme analyste déjà. Hein, puisqu'en plus de ça, à l'IPA par exemple, il fallait avoir l'autorisation. D'abord, on faisait une cure thérapeutique quand on avait demandé. Certains patients, paraît-il, n'étant pas considérés comme névrosés, faisaient une cure didactique d'emblée. Donc on peut se demander de quoi il s'agissait. Et puis pour prendre on avait le droit de prendre 2 patients en contrôle, en allant voir un contrôleur désigné par l'institution. Mais curieusement, bon, c'est comme ça, curieusement, moi j'ai jamais su ce que devenaient des analysants de quelqu'un qui avait pris 2 patients en contrôle et qui finalement s'avérait ne pas être à sa place. Qu'est-ce qu'ils deviennent ceux-là? On ne sait pas. Alors, déjà, la cure n'est pas obligatoire, déjà, hein, parce qu'on entend quand même actuellement, souvent, oui, vous devez rendre compte de la thérapeutique et tout, ils oublient que les gens ne sont pas obligés d'aller en analyse. C'est déjà un premier point quand même. Hein. On peut avoir une exigence que les analystes rendent compte de ce qu'ils font, mais ils le font s'ils veulent. Hein. Et ça, ils le font largement d'une façon générale. Hein. Alors, c'est pour chacun comme ça. Je ne sais pas effectivement répondre autrement que comme ça m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que ça me paraissait tout à fait logique à un moment donné, dans le moment où j'en étais, moi, d'aller en parler en contrôle. Bon, évidemment, c'était plus simple, parce que j'étais en année chez Lacan, j'ai demandé un contrôle. Hein, j'ai demandé un contrôle à lui. Parce que auparavant, bien sûr, j'avais déjà fait quelques demandes comme ça. Il ne voulait pas. Pas question. Oui, donc à entendre oui, le chemin analytique, il refusait. Et il refusait. Et il le disait, il le justifiait, disant mais ça va faire un frein, ça va faire résistance dans votre propre cœur. Et ça se repère, ça. Ça se repère. Moi, j'ai reçu plus tard des personnes qui venaient me demander de faire des contrôles pour eux et qui n'étaient pas en position d'analyste. Alors, qu'est-ce qu'ils me demandaient? Ils demandaient de leur donner des conseils, de leur donner des recettes. Il faudra faire comme ça. Ah bon, quel est le diagnostic? Parce que ça s'entend dans les articles. On demande le diagnostic tout de suite. Comment alors c'est une hystérique, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit, le patient? C'est ça qui compte. Donc il y a toutes les dérives possibles et imaginables hein, dans ce truc-là. Je crois que constamment le terme de l'analyse ne s'autorise même, ça perdure dans les contrôles, ça perdure partout pour lui. Donc les logiques institutionnelles qui instaurent une hiérarchie, des voies obligées, des choses comme ça, pour moi ça fait question. Ça fait sacrément question. Mais question brutale, hein, qui suppose que je change de position par rapport à une institution. À mes frais, ça m'a coûté très cher des positions comme ça. De refuser catégoriquement, à un moment donné, d'entrer dans une logique purement institutionnelle et non plus analytique. À l'école de la cause, quand on a eu notre conflit autour de la passe, ils voulaient instaurer une passe à l'entrée, par exemple, une passe à l'entrée. Autrement dit, pour vérifier si les analysants étaient sous transfert. C'est quand même fabuleux que des analystes aient besoin d'une procédure de passe, alors que c'est la matière même, c'est le moyen même de leur pratique. Une passe à l'entrée. On ne pouvait pas cautionner un truc pareil, donc il fallait quitter l'institution. Indépendamment de tout le reste, quoi. Il fallait quitter l'institution. Alors, maintenant, effectivement, il faut laisser un peu le champ libre à sa propre cure jusqu'à un moment où, petit à petit, on a suffisamment tourné autour de quoi on est prisonnier, parce que c'est ça le truc. Alors, là, quand on a tourné 2 fois autour de quoi on est prisonnier, de quel réel on est prisonnier, la cure est finie. Bon, ça, il faut que ça se démontre, ça. Mais petit à petit, on finit par les repérer, ces choses-là. On finit par repérer comment ça se passe avec son symptôme, ou avec ses symptômes, si on peut en parler comme ça, ou même avec ses affects. Hein?
C'est vrai qu'il y a des analysants qui vous émeuvent plus que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles parce qu'ils se positionnent d'une certaine façon. C'est difficile d'entreprendre une cure avec quelqu'un qui éprouve pour vous une haine massive et qui va se... Mais ça peut s'entreprendre. C'est plus difficile d'entreprendre une cure avec quelqu'un qui vous fait pas confiance plutôt qu'avec quelqu'un qui vous fait confiance. Mais c'est aussi difficile de faire une cure avec quelqu'un qui vous aime et qui vous fait confiance. Hein? Parce que il ne faut pas priver l'analysant de sa propre parole. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il y a des dits dont il ne peut pas se dédire. Hein. C'est ça porte là-dessus l'interprétation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'explication. Alors, j'avais un débat avec quelqu'un, je ne le nomme pas, puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Quand j'avais expliqué le temps logique, vous savez, les 3 prisonniers, on leur donne un problème, et pour sortir de la prison, il faut qu'ils donnent le raisonnement logique qui les a amenés à comprendre quelle était leur identité de disque noir ou disque blanc. Bon. Mais si vous regardez de près le truc, au fond, à partir du moment où les 3 sortent ensemble, ça y est, on sait qu'ils ont trouvé la solution, puisque le directeur de la prison, c'est ça qu'il sait. Donc, l'analyste, il intervient où? Dès que quelqu'un fait ça, il intervient là. Ben oui, t'es noir, tu l'as dit, t'es noir. Il lui demande pas, il lui explique pas pourquoi il est noir, et il va lui-même continuer à travailler pour comprendre le temps. C'est pour ça que je faisais une bascule dans le temps logique en mettant qu'il y avait le moment de conclure, du fait du dispositif analytique, il y avait le temps pour comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quelqu'un peut commencer des contrôles ou commencer à pratiquer l'analyse parce que c'est déjà joué pour lui. Hein, et que dans les contrôles, il va comprendre un peu mieux ce qui lui arrive, puisque justement là, il va falloir qu'il rende compte à quelqu'un de son choix de ses positions et des changements de perspective. Moi, je n'ai pas constaté comme vous que ça faisait résistance du côté des analysants plus, au contraire, ça ouvrait des choses. Moi, j'avais plutôt tendance peut-être au contraire de temps en temps à verrouiller un peu les choses. Hein. Les esgourdes s'ouvrent au fur et à mesure du travail. Hein. Oui, ben alors, donc j'ai pas pris ça comme ça. Moi, je l'ai pas pris de ce côté-là. Hein. Ça dépend peut-être aussi avec qui on fait. Oui, non, mais ça peut être comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais l'effet d'un contrôle également mal conduit fait que l'analysant s'aperçoit que son analyste est en train de parler à quelqu'un d'autre. Ah oui, ça, oui. Oui, vous êtes d'accord avec ça, hein? Absolument. Hein? C'est même souvent plutôt gênant, oui. Bon. Oui, donc c'est des trucs à saisir et à dire. Oui, effectivement, je pense. Oui. Donc il y a la question de photo son contrôle avec son analyste, ou est-ce qu'on prend 2 personnes différentes? Tout ça, c'est quand même été longuement discuté dans les années 70 à 80. Oui. On passait notre temps au café à dire « Alors toi, tu as pris ton analyste finalement ?» Non, mais bon, finalement, non, finalement, j'ai pris un autre. Puis je me suis aperçu que là où l'analyste m'envoyait un contrôleur, mon contrôleur était en contrôle avec mon analyste. Donc finalement, ça jouait une triangulation un petit peu... Enfin bref, on a quand même été dans une petite école au départ, qui est devenue très vaste petit à petit. Et puis maintenant, on est dans les bouts d'école. C'est ça. L'histoire de la passe à la rentrée, ça s'est joué dès la section clinique. En fait, sur la manière de mener de main de maître le genre, enfin le népotisme, de mener, qu'est-ce que devait être une section déjà, moi ça me choquait, le mot section, ça me faisait un peu guère, enfin... En section clinique. Donc là, ce que j'ai entendu dans ce que vous dites, et là où j'y suis complètement d'accord, pour tout ce que j'ai pu faire auparavant, même si j'y suis plus, c'est comment la clinique n'est guère qu'une affaire de parole. Et vos précédents, pour ce que j'ai pu rattraper grâce aux vidéos, est quand même de ce que vous faites la distinction entre parole et discours. Avoir un discours sur la clinique est du coup très rarement une vraie parole. C'est donc là qu'on peut vous remercier, puisque
c'est ce que vous dites, Oui, que vous c'est tout à fait reconnaissez. ça. Pouvoir avoir une parole sur. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé que vous preniez ce mot, que j'aime beaucoup, néanmoins. C'est le néant en moins. Non, c'est parce que en plus, c'est une écorchure à l'orthographe, comme vous savez. Néanmoins, N ne se transforme pas en M devant un autre M. C'est qu'un mot comme ça, il y a que néanmoins. Donc, néanmoins, qu'est-ce qui est devenu, au fur et à mesure de l'abondante bibliothèque, et puis bon, on n'est pas si loin que ça de la SPP, hein, de toute cette écriture qui n'a plus valeur de parole, mais de discours sur la clinique, comme un teach, comme un abat, comme un... Et donc, c'est comme ça qu'il faut lire tel mot, c'est comme ça qu'il faut lire telle faune, c'est comme ça qu'il faut lire... Bon. Vous savez, il y a un exemple caractéristique. C'est une chose de parler de l'amour en savant, et c'est autre chose d'être amoureux. Donc c'est le rigolard dont vous parliez. Non, non, monsieur le plus rigolard de la sainte farce de l'histoire. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que j'ai insisté en tout cas pour dire que dans le contrôle, la dimension de parole, elle existe encore. Hein? Elle existe la parole, c'est quand même de la parole encore, qui n'est pas la parole analysante, puisque c'est déjà une parole qui reprend un peu les choses, hein, dans une lecture seconde de celui qui contrôle. Mais c'est quand même encore de la parole et de l'intime de la clinique. On peut livrer des choses dans les contrôles qui sont équivalents à une pure parole analysante. Simplement, le contrôleur, il doit se débrouiller avec ça pour vous faire accéder à un autre registre de la parole. Est-ce que ça va avoir avec la question au fond dont on n'a pas parlé, mais ça me paraît sous-jacent, c'est quand même la question du transfert. Il y a que, oui, c'est pour ça que j'en ai parlé. Oui. D'accord, hein, Oui. c'est-à-dire que le transfert, peut-être Patrick, le transfert pour Lacan fait que ça a pu continuer dans un contrôle à un moment donné d'après l'analyse, mais peut-être que c'était possible depuis être un petit garçon sur le divan, mais qu'un père avec l'analyste. Le contrôle, il se place effectivement, il pourrait se placer à quel moment par rapport à là où on en est de la croyance. Hein, voilà. Dans quel type de transfert, par exemple. On peut peut-être pas comme ça séparer la parole du transfert entre la cure et le contrôle. Si contrôle, il doit y avoir, d'ailleurs. Là-dedans, il y a la question de la fin de l'analyse et la question de cette... moi, j'appelle ça délocalisation du transfert. Voilà. On peut faire des contrôles même quand on pense avoir fini son analyse. Hein. Ça peut se reprendre un peu plus tard dans le cours d'une existence. C'est pas à l'origine que ça se pose. Hein. C'est quand même souvent là. Hein, c'est souvent là, mais ce moment-là, il se saisit dans des moments de la cure, des moments particuliers. Pour ceux qui veulent vraiment s'y coller, parce que ceux qui veulent rien savoir, ça existe aussi. Hein, qui ne veulent rien savoir de rien, et qui donc, ils ne touchent pas à ces questions-là, on n'en parle pas. Et il y a la pente institutionnelle qui a tendance effectivement à glisser ça du côté, je dirais, du discours universitaire quand même. C'est plus la même chose. C'est quand même on est toujours dans l'entre-deux, dans le mi-dire, dans toute cette série-là. Mais quand même, pour moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai dit ça comme ça ici, pour moi, c'était vraiment très différent d'être sur le divan, d'être en face de... Et c'était à lui de se démerder avec ça. Parce qu'il le faisait, c'était à lui de se démerder. Hein. Et il se démerdait, parce que autant l'analysant repère bien que son analyste dépend de ce qu'il lui dit, et très vite l'analysant repère que l'analyste intervient dans son texte, à l'analysant, oui. Autant dans les contrôles, il s'agit de ça. Hein. Il s'agit de ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'il se débrouille, que dans un contrôle, vous y mettez de l'affect et tout ce que vous voudrez, votre contrôleur, il a à se débrouiller pour vous renvoyer à autre chose. Hein. Ne faites pas interprétation.
c'est tout. Alors, Lacan, il répond massivement à ce truc-là. L'analyste ne jouit pas. S'il jouit, il n'opère pas comme analyste. Ça veut dire que si, ça peut arriver, s'il se laisse embarquer dans certains affects, il va falloir qu'il s'en débrouille. Mais il n'est plus analyste à ce moment-là. Donc on ne peut pas parler, la jouissance de l'analyse, ça n'existe pas. Hein? C'est-à-dire D'un qui pratique l'analyse, c'est autre chose. Il y a un repérage du point de vue de la structure, de la position, c'est tout. Hein? On est tenant-lieu, comme semblant, du plus de jouir de l'analysant. On ne va pas en plus de ça en jouir plus que lui. On ne va pas capitaliser ce plus de jouir, alors qu'il faut le lui restituer. C'est ça que ça veut dire. Hein? On voit bien où ça bouge, c'est mouvant, tout ça, c'est pas cadré. Hein. Moi, il m'est arrivé pire, en fait. Il m'est arrivé pire. Moi, je voulais faire la passe. Pour moi, c'était sans bavure, il fallait aller dans la passe. Il fallait faire la passe du vivant de Lacan. Il fallait faire la passe. Bon, moi, j'ai fait la passe à ce moment-là. J'ai fait la passe vers la fin de toutes ces choses-là. Et c'est une passe qui a duré, du point de vue de son témoignage, j'ai fait ça pendant plus de 6 mois avec deux passants. Et bien entendu, je rapportais tout en séance, parce que là, comme c'était de moi dont il s'agissait, je pouvais en parler en séance, des effets que ça avait. Et Lacan, il était là. Bon. C'est le truc, il m'est arrivé des choses, mais finalement, me suis retrouvé dans... Moi, je suis rentré dans la passe en disant, de toute façon, je vais dire aux deux passeurs ce qui me vient à l'esprit, sans rien préparer que dalle. J'y vais, je leur raconte ce que j'ai à dire. Ils intervenaient d'une façon différente l'un et l'autre. Et puis, à la fin, je me suis retrouvé sur mes pattes quand même. Je me suis retrouvé sur mes pattes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le truc est tombé. Lacan, il dissout son école. Pof. Donc pas de jury, pas de réponse du truc. Alors je viens et vu une séance, j'étais pas très content. Je lui dis bah alors moi je suis marron quoi. En gros, je suis bon pour faire un tour supplémentaire. Il m'a dit bah oui. Il a fallu que je fasse un tour supplémentaire, c'est-à-dire à nouveau remettre ça sur le chantier, reprendre les trucs pour, enfin, au bout d'un certain temps, aboutir au fait que j'avais fini mon analyse avec lui. Donc j'ai pu quitter Lacan sans problème, sans conflit, tout en continuant à l'aimer comme un homme que j'aimais cet homme-là. Je ne savais pas qui il était comme homme, mais comme analyste, je le connaissais bien, parce que j'avais été longtemps avec lui en analyse et en contrôle, donc je savais comment il intervenait, je connaissais probablement son symptôme. Oui. Moi, il ne m'a pas donné de coup de poing, il y en a qui l'a foutu des baffes, mais moi, il n'a pas eu besoin. Et j'ai pu le quitter parce que moi, j'avais affaire à mes parents, c'est tout. Hein. Il n'était pas mon père, il n'était pas ma mère, il n'était pas ma soeur, il n'était pas mes frères. J'avais ma famille donc ça s'est arrêté avant qu'il meure. Je l'ai quitté avant qu'il meure. Voilà, comme ça. Et sans aucun deuil à faire, sans aucun chagrin, rien du tout. Voilà, c'est tombé comme ça. Et moi, quand je parle de Lacan, je l'ai dit souvent, je n'en parle pas comme un homme, je ne sais pas qui il est Lacan. Je ne le connais pas, moi. Je ne parle que de son texte. Même si de temps en temps, ça fait confusion, parce que forcément... je me souviens de choses, quoi. Bon. J'avais une question à vous poser par rapport, quand même, nous qui sommes venus dans le mouvement analytique après la dissolution de l'école freudienne, après moi, ça me pose un problème, cette confusion des places entre Lacan analyste, Lacan faisant son séminaire, Lacan enseignant et Lacan contrôleur. C'est pas évident pour moi d'être... Oui, non, mais ça, je comprends que ce soit pas évident. C'est pas du tout évident. Quand vous parliez par exemple de Pierre Souris, vous dites Pierre Souris a bien accompagné Lacan dans ses recherches sur les nœuds, mais à contrario,
Lacan n'a pas bien accompagné Pierre Soury, puisqu'il s'est suicidé, et que on peut supposer quand même qu'il y avait peut-être une autre demande de Pierre Soury vis-à-vis de Lacan. Enfin bon, je ne peux pas... Bon. Vous voulez que je vous réponde là-dessus? Oui. Bon, Pierre Soury était en analyse. Ailleurs. Chez Melon. Hein? Chez Melon. Non, il était en analyse chez Club Brel. Donc, il était en analyse. Dans toutes les années où vous travaillez avec Lacan, et vous avez on a les lettres en tout cas pour voir à quel niveau Lacan les mettait, il faisait une pression colossale quoi, sur Soury et Thomé. Soury, que moi je connaissais, avec qui je parlais, même j'ai fait un cartel avec lui, ne parlait jamais de faire son analyse avec Lacan. Ce n'est qu'au moment où il y a eu la dissolution et que Lacan n'est plus apparu à son séminaire, donc c'est allé jusqu'en juillet. Lacan, il a fait son séminaire jusqu'en juillet 80. On peut dire ce qu'on voudra sur les textes qu'il a lus à son séminaire, ça on pourrait en parler autrement, mais en tout cas il était là présent. Soury n'a jamais parlé de ça. Par contre, il a commencé, lui, à chavirer, d'après ce que je sais de lui, puisqu'il m'en parlait, je ne le saisissais pas à l'époque, parce que je ne pensais pas que ça pouvait être à ce niveau-là. Parce que j'étais pas dans la même temporalité que lui, et donc moi je ne souffrais pas du tout de la terminaison de l'enseignement de Lacan. La dissolution me faisait rigoler. Vraiment, moi je trouvais ça formidable, la dissolution. Parce qu'il a dit des choses assez impressionnantes à l'époque, donc je trouvais ça génial, absolument génial. Donc j'étais pas pris dans cette temporalité, je n'ai pas pu apprécier. Mais effectivement, Soury me parlait de cette souffrance de ne plus pouvoir travailler avec Lacan. Et qu'il le parlait, lui, il le vivait comme quelque chose de définitif. Hein? Et puis, on a eu connaissance, par Thomé, qu'il avait écrit une lettre à Lacan. Lacan n'avait pas répondu, donc dans la dernière, après la dissolution, il aurait voulu faire une analyse avec lui. Il lui a écrit une lettre, Lacan n'a pas répondu. Je ne sais pas si c'est Lacan qui ne lui a pas répondu, ou c'est ceux qui entouraient Lacan, qui encerclaient Lacan, qui n'ont pas répondu. Parce que moi, je suis intervenu auprès de Lacan, je dis mais pourquoi vous ne le recevez pas, Soury, il téléphone tout le temps. Et Lacan, c'était normal, il ne me répondait pas, ça ne me regardait pas, moi. Quand on lui racontait des ragots, Lacan, il n'écoutait pas les ragots. Hein, parce que ça ne le regardait pas, ça ne le touchait pas. Par conséquent, la souffrance de Soury à ce niveau-là, je ne la connaissais pas. Hein. Pourquoi il voulait surtout au moins rencontrer Lacan, un peu, pour parler, pour clôturer peut-être quelque chose. Il n'a pas pu le faire. Alors, son suicide, moi je sais, quand quelqu'un se suicide, je ne sais pas pourquoi il se suicide, quel qu'il soit. On ne sait pas pourquoi quelqu'un se suicide. Je savais, il me l'avait dit, j'ai une fiole de cyanure. Il me l'avait dit. Moi, je pensais ça pour une blague. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai une fiole, je me suis fabriqué du cyanure. Très bien. Donc, il a disparu et on a appris 15 jours après que c'était lui qui s'était suicidé au bois d'Arcy, là où son père lui avait appris à marcher. Bon. Quand même incroyable. Il a été découvert. Il a fallu 15 jours pour l'identifier puisqu'il y est allé sans aucun papier. J'ai publié sur mon site un texte là-dessus avec sa lettre et avec tout ce que Soury a révélé de cette histoire. Donc, est-ce que Lacan a lâché Soury ou est-ce que quelque chose s'est joué pour Lacan du point de vue de sa propre santé? Ça, je ne peux pas trancher là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est pas évident, effectivement, maintenant, pour la génération qui n'a pas connu cette époque-là, effectivement, vous avez affaire à qui maintenant? Comme analyste, comme chef d'institution. Ça a pris des extensions qui étaient absolument... qui apparaîtraient à l'époque comme complètement aberrants. Quand Lacan parle de poubellication, c'est pas un mot gratuit. Hein. Ça veut dire que pour lui, on ne lit pas les écrits, il le dit lui-même. On ne lit pas les écrits, c'est du PQ, il dit carrément, c'est du papier. C'est du papier cul, on se torche le cul avec. Il va même chercher les Chinois pour dire que c'est eux qui l'ont dit. Bon, déjà, ça pour lui, c'est quelque chose de réel. Hein.
Quand il dit que la psychanalyse est intransmissible, ça a des effets, puisque dans le cours de la dissolution, je crois même que c'est déjà dans la lettre de dissolution, il dit qu'il a échoué à former des analystes. Quand on entend ça, et qu'on a été chez lui, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, quoi, hein? Ça ébranle quand même quand quelqu'un de ce niveau-là vous dit j'ai échoué à former des analystes. On peut se demander ce qui se passe. Tout un certain nombre de choses comme ça. Alors maintenant, comment ça se passe pour les générations nouvelles? Je ne le sais pas trop, hein. Mais je pense qu'il y a une petite pente vers le discours universitaire. Oui, justement, est-ce que ces mots contrôle... Comment? Je t'ai questionné pendant que vous parliez sur ces mots contrôle. Voilà. Oui. Alors, pourquoi contrôle? Voilà. Pourquoi supervision alors que ce n'est pas ça qu'on cherche? Alors, oui, mais alors ce point-là, moi j'avais fait une erreur de compréhension, mais Lacan avait déjà pointé que ça ne collait pas le terme de contrôle, qu'il n'en avait pas. Et alors à un moment donné, il dit que c'est une. Il prend lui plutôt le terme de supervision en disant que. Parce que c'est une lecture seconde. Donc il fait la référence à la lecture, il faut quand même lire un peu. Et ce n'est plus le savoir inconscient d'un sujet qui vient, c'est le texte qui est déjà lu et qui est relu par l'analyste qui se fait contrôler. Donc il dit ça, mais il n'insiste pas. Hein. Il n'insiste pas. Et comme ça, d'emblée, on peut penser que c'est justement la mainmise d'un analyste sur un autre. Ben oui, mais lui, c'est juste... contrôle sur l'autre. Oui, oui, c'est ça. Alors qu'à la rigueur, ça peut être celui qui est demandeur, qui souhaite se contrôler, et encore. Non, mais c'est pour ça qu'il n'avait pas... réinventer quelque chose. Oui. C'est pour ça que je vous disais, Lacan disait toujours c'est parfait. Hein. C'est formidable, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, vous l'avez dit. C'est ça. Ce qui est parfait, c'est que vous l'avez dit. C'est ça qui compte. Donc il insistait beaucoup là-dessus. Et donc il ne s'agissait pas d'une dimension de maîtrise. S'il y avait quelqu'un qui vraiment avait une position de non-maîtrise à tous les niveaux, aussi bien dans son enseignement que dans sa pratique, que dans les contrôles, et même dans la passe, parce que quand il a finalement été tellement... il a quand même dit que la passe était un échec, et il ne l'a pas dit à la fin, il l'a dit dès le début. En 72, il a commencé à le dire, il a toujours ponctué l'échec de la passe. Alors, pourquoi l'échec de la passe, tout en insistant à ce que ça continue? C'est parce que peut-être, on ne s'est pas beaucoup interrogé là-dessus, peut-être que parce que dans la passe, rien n'a été inventé de nouveau par rapport aux raisons pour lesquelles il a inventé la passe. Il a inventé la passe pour ce que je vous ai dit à propos du comédien. Hein? Que quelqu'un qui pense avoir fait la passe à l'analyse, c'est-à-dire qu'il a changé de position dans la structure, qu'il n'est plus analysant mais il est passé à l'analyse, donc à l'objet, puisse trouver un dispositif qui lui permette, lui, en position d'énonciation, de faire passer le texte qui sera entendu par un cartel ou un jury qui confirmera qu'il s'agit bien d'un texte de l'analyste, qui concerne le discours de l'analyste et surtout le désir de l'analyste. Alors Lacan, il va très loin parce qu'il va dire un jour qu'il s'agit de reconnaître dans la passe un nœud borroméen dans le noir, entre-soir, à condition d'y ajouter un savoir, un ave, c'est-à-dire que ça fait savoir. Donc des gens qui auraient un savoir, les analystes sont les tenants d'un savoir qu'ils ne peuvent pas partager entre eux de toute façon. C'est pour ça qu'il y a toujours des accrochages entre les analystes et ensuite au-delà des analystes des institutions. Ça ne s'échange pas. C'est même nouveau de dire une chose pareille. Hein. Voilà. Quand vous disiez tout à l'heure que Lacan disait je n'ai pas réussi à former des psychanalystes. Mais il l'a dit, c'est écrit noir sur blanc. Non, je ne dis pas qu'il a dit. Oui, oui. Comment on peut entendre ça? Parce que quand on n'y répond pas et qu'on le dit, on le répète, ça laisse comme s'il y avait quelque chose de mystique dans les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas réussi à former des psychanalystes. C'est quand même pas rien. Oui, non, c'est pas rien. Pourquoi dire ça et qu'est-ce que ça veut dire? Comment moi, dans la place de Béotienne, je peux entendre ce qui n'est pas une boutade? Moi, j'ai pris ça comme un coup de massue sur la tête, moi, je veux dire.
J'ai pris un coup de ça, j'ai poussé un coup sur un coup de massue sur la tête. D'accord, mais maintenant que vous l'avez pris. Donc ça m'a quand même beaucoup ébranlé, et ça continue à m'ébranler. Probablement que si je continue comme ça, parce que j'aurais pu faire une carrière institutionnelle, vous savez, j'avais tout en main pour faire une grosse carrière institutionnelle, j'ai toujours refusé devant des trucs comme ça, voilà, c'est tout. Voilà, je sais pas, moi ça a été ça l'effet de son enseignement, on peut le dire. L'intransmissible qui fait que moi je suis très regardant sur les logiques institutionnelles qui verrouillent la formation des analystes. Voilà. Autrement dit, si logiquement je suis un peu ce que vous avez pensé, quand il dit je n'ai pas réussi à former des psychanalystes, c'est que je n'ai pas réussi à leur faire entendre que ce n'est pas transmissible. Que ce n'est pas transmissible. C'est ça ce que ça veut dire? Ben oui, il l'avait dit avant ça. Il l'avait dit en 78 à un congrès sur la transmission de la psychanalyse. Là, ça devient plus... Voilà, ben il l'écrit quand même. Hein, donc, ça a été publié. Alors, est-ce que c'est lui qui a écrit ça ou pas? On sait bien qu'il y a eu des débats là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, c'est à prendre comme ça. Il le dit. Donc, probablement, il ne se considère pas comme un maître. Et d'ailleurs, il se présente toujours, non pas comme l'analyste, il se présente comme un analyste. Et il avait beaucoup de respect pour tous ceux qui se présentaient à ce titre-là et qui faisaient des travaux. Certains, il les reconnaissaient, en particulier de Michel Néraud, qui n'était pas du tout, qui était la SPP, qui avait fait un livre sur le transfert, et dont Lacan avait reconnu que c'était un truc de valeur, quoi. Hein. Il était très prudent, je vais finir ça là-dessus. Je vais finir ça, la réponse là-dessus. Il disait, même pour les gens de l'Institut, il disait de toute façon, ils sont quand même assez prudents dans leur pratique. Donc, au fond de lui-même, il reconnaissait la pratique de ceux qui se disaient analystes, qui étaient des gens un peu qui étaient sérieux, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Même s'il se moquait d'eux, même s'il était féroce et tout. Vous disiez tout à l'heure que Jacques Lacan, au début de son enseignement, se présentait, enfin considérait parler en tant qu'analyste, puis en tant qu'analysant. Et vous-même, vous nous parlez en tant qu'analyste, en tant qu'analysant, vous avez une position tierce. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pouvez pas répondre. C'est pas nous qui parlons, c'est tout. Moi, vous savez, je suis jamais sûr de ce que je dis, j'ai un mal fou à faire ces trucs-là. Je passe un mois à faire des cauchemars, à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire. Esclave. Oui, je l'ai dit, esclave. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Lacan qui parle de ça, il dit c'est la position de l'esclave. Et l'esclave, contrairement à l'employé de bureau, dans le discours, dans le dispositif, l'esclave, c'est quand même celui qui est au travail de la jouissance, et donc du savoir qui l'oblige à être au travail de la jouissance, donc à chercher à la chiffrer. Donc c'est un chiffrage tentative de chiffrage nouveau de la jouissance qui ruisselle de partout du fait de la langue. Je vais vous dire ça comme ça. Mais c'est vrai que moi je pense que je suis relativement en position de sujet divisé quand je m'exprime. Vous jouissez. Je pense. Bon, pas toujours, mais... Ah, mais je suis capable d'être aussi du côté... ça m'arrive d'être d'un autre côté. Vous voulez arriver à transmettre malgré vous. Ah oui, mais ça va dépendre de... Ça dépend que de chacun. C'est que chacun, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est de chacun. Pour moi, ça a été comme ça, finalement. Pour moi, ça a été comme ça. Je pense qu'il peut transmettre parce que c'est malgré lui, comme chacun de nous. Non? Oui. Bon, il ne nous forme pas plus. C'est bien, je pense que nous gardons du désir pour une autre fois, ça va nous faire. La seule chose qui se transmette, le désir. Ce que disait Freud dans le rêve de ses enfants, il faut laisser des désirs insatisfaits pour Ah, les de toute manière, le désir fait qu'il y a de la satisfaction, il faut continuer. Voilà. Merci. Merci.